Salut à tous et à toutes, il était une fois le SMS, Short Message Service, inventé pour assurer une meilleure communication entre les personnes malentendantes. C'est aujourd'hui un outil révolutionnaire dans le monde de l'écriture. Les parents se plaignent, les enseignants se plaignent, ils en font trop nos amis les adolescents. Je vais vous les présenter. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Marvin. Quoi de neuf aujourd'hui? Rien de spécial pour moi. Rien de spécial, ça va? Ça va, pour moi ça va. C'est compliqué, RAS partout. Non, pour moi j'ai dit ça va. Et on va te Chez dire toi ça va. Ah oui, ça va. Alors à ma gauche on a Briola, top là, formidable. Monsieur Donald Ibinda, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors Donald Ibinda, tu es étudiant en gestion administrative et commerciale. Effectivement. Comment ça se présente là-bas? Ben, je dirais que dans peu de temps, je serai ex-étudiant parce que je termine ma formation, le DUT en gestion administrative et commerciale, qui sera sanctionné par un diplôme. Allez, écoute, bon courage à toi. Ok, merci. À ma droite ici, nous avons monsieur Gaëtan Adouolobé. J'ai très bien prononcé ton nom. Oui, très bien Marvin. Tu es étudiant en histoire, comment ça se passe à l'université? Ça se passe très bien. Je suis Sûr? Oui, sûr, très bien. Et si tu me permets, est-ce que tu as déjà été victime de bizutage à l'université? Non, le doyen a interdit ça dans notre département car quand il a vu la géographie, en géographie c'est vraiment l'univers du bizoutage. Dans la faculté, la flèche. Alors c'est un numéro qu'on a déjà enregistré, c'est pourquoi je te pose la question. Alors à ma droite, nous avons monsieur Mongwa V. Michael. Vous êtes expert sur les questions de tourisme, vous êtes linguiste et finalement vous êtes doctorant en sciences de gestion. C'est trop pour un simple humain. Dites simplement que je suis linguiste et c'est ce qui m'amène ici parce que je suis passionné des langues et toutes les questions qui tournent autour de la langue française ou des langues bantoues. Enchanté d'être ici. Et aussi parce que vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant. Les ados écrivent mal, c'est vrai? Oui, très mal. On aura le temps d'en discuter, ils sont sur le plateau avec vous. D'accord. Alors nous parlons aujourd'hui du langage SMS et de son rapport sur la langue écrite. Alors qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à abréger? La messagerie abrégée, elle naît de quoi? Bon, généralement, c'est par souci d'économie et c'est par souci de temps parce que, bon, on peut évoquer la question des caractères, mais généralement, les messages sont codifiés parce que c'est un code. Les messages sont codifiés parce que, par habitude d'abord et surtout parce que les uns et les autres veulent gagner en temps. Ils veulent gagner du temps dans ce qu'ils veulent dire et dans ce qu'ils souhaitent exprimer. Moi, je dirais aussi, comme il a dit, mais c'est pour limiter le critère et limiter les frais de messagerie. Limiter les frais de messagerie. Je vais soutenir les propos de Monsieur V en disant que si aujourd'hui on codifie les messages, c'est pour pouvoir être court et pour pouvoir être plus rapide en fait. Bah lui n'a pas les mêmes raisons que vous. Bon, si je partage un peu le même avis et puis je voudrais, si on peut faire un peu l'historique de la codification des messages parce que ce n'est pas nouveau. C'est simplement le reflet de l'habitude que les jeunes ont pris et qui se manifeste aujourd'hui. Parce qu'avant, lorsqu'on regarde les systèmes de téléphone, avant, les caractères étaient limités. Donc je pense réellement que la codification, l'abréviation des messages part de là au fait. La limitation des caractères. Alors, mais c'est un fait parce que GSM nous propose 160 caractères. Oui. Et dans ces 60 caractères, on peut bien se rendre compte, pour un O circonflexe que tu as placé ou un A avec un accent grave, tes 160 caractères descendent à 70 caractères. D'accord, mais le problème, c'est qu'il y a un déphasage entre les fabricants et les utilisateurs. D'accord? Dans quelle mesure? Parce que les téléphones intelligents que nous avons aujourd'hui, ce sont des Samsung, ce sont des Nokia. D'accord? Ce sont des téléphones dont les écritures sont en anglais, d'accord? Mais le système anglais en tant que système linguistique n'est pas le système français en tant que système linguistique. Il y a des éléments phonétiques, phonologiques, morphologiques qui se retrouvent dans la langue française, mais qui ne font pas partie du paysage même de la langue anglaise, dans lequel ces téléphones-là sont exprimés ou bien qui constituent la langue essentielle de ces téléphones-là. Il a parlé de systèmes anglophones qui ne s'adaptent pas avec la langue française. Mais que je sache, quand Samsung fabrique le téléphone, ce n'est pas Samsung qui fait tout le téléphone. Il y a aussi le système Android. Android a créé des applications. Il y a des applications du dictionnaire français qui sont sur Internet, qu'on télécharge. Et même quand on achète nos téléphones, qui viennent en zone francophone, ça vient avec un dictionnaire français. Mais si les gens continuent à abréger, je dirais c'est par habitude ou bien réflexe. Et ce réflexe commence maintenant à détruire la langue française en général. Moi,
je ne tente pas de justifier parce que il faut d'abord comprendre la nature ou bien il faut d'abord comprendre le phénomène lui-même, d'accord, des SMS abrégés. Okay. Au-delà du fait qu'on veut être un censeur pour dire on n'écrit pas comme ça, on n'écrit pas comme ça. Quand je parle de caractère, il faut comprendre quelque chose. Dans la langue anglaise, par exemple, il n'y a pas de circonflexe, d'accord? C'est très clair. Mais pourquoi l'utilisateur de la langue française ne met pas ou bien refuse ou bien économise son temps, il se dit bon, je gagne en temps, comme ils disent, je gagne en temps. Pourquoi il ne met pas l'accent circonflexe? Non pas parce que ça n'existe pas, mais parce que en termes de caractère, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous fait passer d'un certain nombre de caractères qui n'est pas tenu en compte dans le cadre de la langue. Il est exprimé. Et qui va peser sur le quota de ton compte. Bien sûr, c'est cela. Mais la véritable question ou bien l'enjeu essentiel, c'est il faut d'abord comprendre le contenu des abréviations. D'accord? Et là, vous rentrez en plein dans la phonétique française ou bien la phonologie. Alors, mais si vous me permettez, vous avez parlé tout à l'heure de codification. Est-ce que réellement, il s'agit d'une codification ou d'une certaine perte de valeur? Là, excusez-moi de parler comme ça. Et là, on devient prescripteur. C'est une identité parce que un code, c'est quoi? Le code de la messagerie, moi par exemple, je n'y arrive pas. Il y a des messages qu'on m'envoie que je n'arrive pas à décoder. Donc à partir de là, c'est un code. D'accord? Okay. Mais ce n'est pas un code comme si c'était une langue. À proprement parler, parce qu'il n'y a pas de système syntaxique, il n'y a pas de système sémantique à proprement parler. Non. Moi, je vais illustrer. Allez-y. Non, Marvin, parce que je ne sais pas, c'est pas pour vous faire, mais vous avez dit c'est une perte de valeur. Et je me rends bien compte que, sérieusement, c'est une perte de valeur. Oui. Parce que nos parents ont utilisé ces mêmes téléphones. Aujourd'hui, on a WhatsApp. WhatsApp, on ne regarde plus le nombre de caractères. Vous savez en quelle année a été envoyé le premier message? Non, on n'est pas dans les années du premier message. Non, nous ne sommes pas dans la première année du message envoyé. Non, ne résistez pas. Mais qui connaît, là n'est pas l'objet du débat. À force d'abréger, on se rend compte que des personnes perdent certaines logiques grammaticales et orthographiques. Justement, la perte de valeur vient après. Je dirais la perte de valeur vient après. Pourquoi? Parce que c'est d'abord l'habitude. Okay. D'aucuns disent souvent que l'habitude est une seconde nature. On avait pris... Il faut aussi qu'on constate que le téléphone intelligent vient après les téléphones classiques qu'on avait, par exemple les Motorola, grosse tête de ou les téléphones idiots. Voilà, les téléphones idiots qu'on appelle aujourd'hui les allo. C'est ce qu'on avait encore. Et surtout nous, par exemple au Gabon, ça régnait encore il y a 15-10 ans. On n'avait pas de téléphone Android. Ceux qui pouvaient se le permettre étaient d'une autre classe. Donc ça part de là. Je peux dire que je ne sais pas si autour de cette table, quelqu'un peut me dire que son premier téléphone a été un Android. Moi, mon premier téléphone a été un allo. Et dans ce allo, il faut comprendre que les caractères étaient limités. Donc, la perte de valeur vient après. Pourquoi? Parce que l'habitude s'est installée et aujourd'hui, nous les jeunes, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Donc c'est pourquoi réellement... Moi je comprends cette frustration que vous avez face à la défaillance syntaxique, face à cette décoloration. Mais moi en tant que linguiste, mon rôle n'est pas de juger. Mon rôle c'est d'abord de comprendre. Non mais c'est maintenant là... Laissez-moi finir. Excusez-moi. C'est là le problème entre ce que nous on dit et ce que vous dites. Vous êtes le linguiste. Non, vous êtes linguiste. Le linguiste, lui, il n'a pas la même façon que nous on voit le français. Vous avez une façon de voir le français, nous on a une façon. Moi je dis c'est une perte de culture et de valeur. Il est professeur, il va m'en témoigner. Moi je sors d'un lycée populaire. On appelle ça les lycées populaires. Je sors du lycée Lubin Martial Tuntumobam de Ntoum. Ok. Lycée Lubin Tuntumobam de Ntoum, j'ai géré la coopérative en 2016. Nouvelle génération, c'est dans les archives. On a fait un recensement de 6e en 4e. On a pris les devoirs de 2010 à 2014-2015 en français. On s'est rendu compte avec les professeurs qui ont tenu ces classes de 2010 en 2015 que c'est la répétition des devoirs. Ce sont les mêmes cours, c'est la même façon d'enseigner. Donc, on a fait notre rapport, on a remis au proviseur, on a conclu en disant non, le problème n'est pas chez les élèves. Le problème vient de l'enseignant. Parce que l'enseignant est déjà formaté. Il revient, c'est comme un vieux film qu'on va remettre dans le DVD. Ça va juste tourner, on sera... Vous êtes enseignant? Je ne suis pas enseignant, je suis élève. C'est l'occasion d'écouter l'enseignant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord apporter une précision, permettez-moi. Ok. La linguistique a des niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. D'accord? Et là, on devient descripteur, on décrit le phénomène, sans pourtant prendre parti.
Au second niveau, on devient prescripteur. Ça veut dire on se base sur la norme. C'est mal fait, c'est bien fait. Et c'est quoi vous dites? Il n'y a pas de contradiction entre ce que vous dites et ce que je dis. Moi, je commence d'abord par comprendre qu'est-ce qui se passe, à quel niveau et pourquoi justement, ces gens... là où nous en sommes. Bon, maintenant, c'est vrai que d'un certain point de vue, moi je suis d'accord, excusez mon ignorance outrancière, c'est vrai que ça dévalorise la qualité de la syntaxe française. D'accord? Mais il ne faut pas seulement voir les choses sur cet aspect négatif. La messagerie codée aujourd'hui constitue une identité pour les jeunes. D'accord? Donc c'est une identité. Cette identité, bien qu'elle ne soit pas dans les normes, requises. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, si vous on permettra, vous avez parlé, je vous ai écouté. D'accord? C'est pas un affrontement verbal. Non, c'est pas un affrontement. Vous avez parlé. C'est un débat. Oui, d'accord, mais même dans le débat, il y a des c'est bon. Je m'excuse. D'accord? Donc, je voulais... Non, je suis pas fâché. C'est simplement pour vous. Donc, en ce qui concerne les niveaux d'analyse, c'est cela. On comprend d'abord. Après, on prescrit. Par rapport à ce que j'ai compris, ne faites pas ça, faites ceci. Et après, on va voir les incidences que ça au plan psychologique. Maintenant, il parlait d'enseignant. L'enseignant est un pédagogue. Le système éducatif gabonais recommande aux enseignants chaque année de revoir, d'améliorer leurs cours. Bon, maintenant, moi, je voudrais prendre un exemple. Moi, je donne un sujet au tableau. D'accord, Marvin? Vous avez un élève qui a 15, vous avez un autre qui en a 3, vous avez un autre qui en a 10, vous avez un autre qui en a 8. Le problème est à quel niveau? C'est parce que l'enseignant ne change pas ses cours? Non, pas du tout. Et à quel niveau? Excusez-moi, c'est vous qui posez les questions, mais on peut inverser la tendance. Ah, c'est formidable ça, je suis pris au piège. Permettez de réitérer votre question. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette différence de notes? Bah écoutez, il faut d'abord dire que la réception de chaque étudiant n'est pas la même. Bien sûr. Le quotient intellectuel de chacun n'est pas développé de la même façon. Effectivement. Donc partant déjà de ce fait, je crois que le message n'est pas toujours perçu de la même façon. Après, on peut mettre en avant le laxisme de certains étudiants parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à la maison pendant que d'autres révisent leurs cours, pendant que d'autres s'appliquent pour qu'il y ait un retour favorable. Bah écoutez, il y en a qui dorment. Mais qui te fait pas dire que celui qui a 15, c'est celui qui a pris le devoir du professeur en 2010 et celui qui a eu 3, c'est celui qui a... On est dans les suppositions. C'est un bel argument. C'est un bel argument qu'il avance. De spéculation. C'est un bel argument qu'il avance. Le sujet a été mis sur la table. Imagination. C'est un bel argument qu'il avance. Nous, on a fait des enquêtes. Mais vous avez dit, un élève peut faire 15 et l'autre peut faire 3. Maintenant, si celui qui a fait 15... c'est celui qui ne maîtrise pas la langue française, mais tellement il connaît les rouages du professeur. Jusqu'à ce que vous prouvez. C'est une belle révélation. Non, excusez-moi. Jusqu'à ce que vous prouvez que cet étudiant, cet élève a fraudé, le 15 est admis comme note juste et vraie. Mais le 15 est admis, mais le français prend un coup. C'est ce qu'on oublie, c'est que c'est le français qui prend un coup. Après, M. Mongo, est-ce que c'est pas difficile de dire que c'est quand même une identité d'étudiant, du jeune en général? C'est quand même dur de parler d'identité parce qu'après, on se rend compte que après avoir abrégé, après avoir codifié le message, lorsque je te retrouve sur une dissertation, Miss Fungue, je viens de révéler ton petit nom de la maison, Mademoiselle Briola, voilà, se retrouve en train d'écrire quelque chose, d'écrire quelque chose qui est étranger à la langue française. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il s'agit d'une codification ou est-ce qu'il s'agit du résultat d'un alphabétisme numérique, si je peux le dire ainsi? Bon, c'est vrai qu'il y a une culture de l'inculture et une inculture de la culture en ce qui concerne la langue française. C'est fort, ça. Je comprends que vous vous sentez violé par un train en admettant que je dise là que c'est une identité. Mais vous savez, le monde évolue et les langues évoluent. D'accord? Je ne suis pas en train de soutenir, et c'est là où mon petit frère ne me saisit pas très bien. Je ne suis pas en train de donner caution, d'accord, à ce code qui nous envahit, d'accord, qui nous envahit et nous empêche d'écrire correctement la langue française. Je suis seulement en train de dire qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants pour ensuite condamner, d'accord? Ce n'est pas un code. Comme le code de la langue française, parce que toute langue est un code. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une identité. Moi, je vous prends par exemple quand je discute avec mes neveux, d'accord? Ou bien quand on est dans un groupe, aujourd'hui, les nouvelles technologies se sont emparées de l'information. Quand nous sommes dans un groupe de famille, il y a parfois des choses qu'ils disent pour nous cacher, nous les adultes, d'accord? Ils sont obligés de recourir à leur code à eux. Moi, à l'époque, j'entendais parler
du verlan et tout ça, des enfants qui s'exprimaient dans une langue presque inconnue, ou incompréhensible à l'adulte. Donc à partir de là, c'est un moyen pour eux de vivre leur monde, de vivre leur univers, de comprendre, de s'exprimer sans que les adultes ne comprennent réellement ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des adultes comme vous et moi qui nous laissons aller à ces petits jeux, d'écrire des messages de façon, de s'exprimer d'une façon un peu plus délinquante, en déviant, en contournant les règles de la langue française. Moi, réellement, française. je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une affirmation de soi, de la jeunesse aujourd'hui. J'irais plutôt dans le sens de dire que réellement c'est une alphabétisation numérique. Parce qu'aujourd'hui, dire que c'est une identité, les jeunes veulent s'affirmer, vraiment, c'est trop dire. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, après tout, la langue qu'ils abrègent ou qu'ils codifient reste le français. C'est tout simplement parce que le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique les cours de grammaire et d'orthographe qui s'adonnent à la codification et à l'abréviation. Alors Briola, j'ai une question à te poser. La dernière fois que tu as fait une dictée, c'était en quelle année? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps. J'étais encore au premier cycle du lycée. Il y a longtemps. Et aujourd'hui, tu es en première année d'université. Oui. Alors, est-ce que tu estimes qu'il y a un réel danger dans la rédaction des messageries abrégées? Oui, il y a un réel danger dans la rédaction des messageries abrégées parce que sans se rendre compte, on fait de ça une habitude. Et ça fait même en sorte qu'on oublie la syntaxe de certains mots. Donc déjà, moi, je ne suis pas d'avis que le numérique, s'il faut le dire, abrutit le jeune. Pourquoi? Parce que on remarque encore, il y a des gens comme vous qui arrivaient à correspondre des messages en écrivant les mots comme ils doivent être écrits. Donc je ne suis pas de cet avis que le numérique abrutit le jeune. C'est un choix que l'on fait d'écrire normalement et c'est un choix que l'on fait d'écrire en abrégé. J'irai plus loin. C'est un choix, je suis d'accord, mais c'est davantage une question d'histoire. Et là, il faut interroger les sujets, les êtres, les personnes, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Okay. Et là, je pourrais condamner le système éducatif. Pourquoi? Vous avez parlé de dictée tout à l'heure. Moi, je vous assure, prenez une copie. Moi, une fois en master, un étudiant a fait une dissertation. Je vous assure que je l'ai baptisé l'ingénieur des sons. Parce que, bien sûr, parce que c'était des sons comme dans la messagerie. J'ai dit, je ne corrige pas, fais ce que tu veux, la note est là, mets la note que tu veux, vous me connaissez bien. Tu mets 18 et puis je m'empare de 18, je mets dans le relevé. Donc c'est d'abord une question, c'est surtout une question d'individu. Mais est-ce que vous n'avez pas mal fait quand vous avez remis cette copie à ce jeune homme sans corriger? Non, là je suis dans le sarcasme, je ne peux pas le faire, soyez sérieux à un moment. Non, mais si ça arrivait? Ben si ça arrivait... Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, ce que les élèves et les apprenants ne comprennent pas, l'école est un cursus, d'accord? Lorsque vous arrivez en première année d'université, on ne peut plus revenir pour vous faire des cours de grammaire, le participe passé employé avec l'auxiliaire avant. C'est pourquoi il faut marteler dans les classes inférieures. Et ceux qui ont la charge et la grande responsabilité, ce sont les instituteurs du primaire. Parce que moi j'estime que si on arrive en master, c'est qu'il y a un minimum. Vous avez un minimum et le cours de français qui est donné là-bas, ce n'est pas de la grammaire ou bien de l'orthographe. On n'en est plus là. Après, la connaissance qui ne s'entretient pas, elle finit par fuir. En effet, après, monsieur V, je vais revenir sur les propos du monsieur tout à l'heure qui donnait la faute. De Gaëtan, lui c'est Gaëtan. Gaëtan qui donnait la faute aux enseignants aussi. Moi je dis non, parce que quelqu'un qui s'attelle à connaître ses cours depuis le primaire, qui s'attelle à connaître comment on accorde des participes passés avec des auxiliaires, ne peut pas avoir ce genre de problème. Entre-temps, quelqu'un qui néglige et qui étudie seulement parce qu'il faut avoir un devoir et ensuite il passe à autre chose, il ne peut pas acquérir une très grande connaissance. Le problème de l'étudiant, de l'élève, du lycéen en ce moment, c'est qu'il apprend pour le devoir, il n'apprend pas pour comprendre et pour cultiver sa cervelle pour plus tard. Et facilement, merci. Permettez-moi de vous donner... de vous complimenter, non seulement vous êtes jolie et vous parlez bien. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller au-delà, d'accord? Je dis la question n'est pas collective, la question est individuelle. L'apprenant d'aujourd'hui, parce que bon, vous et moi on n'a pas fait la même école, moi j'ai été au primaire, disons en 98, de 98 en 2000, combien? Donc on est en 2019, ça fait beaucoup d'années. Ah oui, elle avait 1 an. Oui, tu as vu? Donc,
L'école d'avant, comme on dit, n'est pas l'école d'aujourd'hui. L'apprenant d'aujourd'hui a une forme de... Il y a seulement ce comportement de facilité. Il y a d'abord ce comportement facile. Et ça, c'est pas, ça ne relève pas de l'étudiant lui-même. Ça relève de l'éducation populaire. D'accord? Ça revient de la conscience collective. Il y a une forme de dracularisation. Il y a une forme C'est lourd, non, les ça, jeunes sont Bourgois. dracularisés, je vous assure. Donc, ils sont dracularisés parce que le système a fait en sorte que l'échelle des valeurs s'inverse. D'accord? Dans un pays comme le Gabon, plus vous êtes un délinquant, ça peut être de la délinquance politique, ça peut être de la délinquance scientifique ou bien des aventuriers. Plus vous êtes dans ce domaine-là, plus vous êtes un homme de valeur. Donc il y a comme un changement de valeur. Et ce changement de valeur se poursuit dans des... C'est ce qu'elle est en train de dire. Ça se poursuit dans des comportements personnels parce que je ne comprendrais pas pourquoi, d'accord, un étudiant ou bien un étudiant de deuxième année ne sache pas accorder un verbe, par exemple. Lorsque deux verbes se suivent, le premier est conjugué, le second c'est l'infinitif. Là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, mais vous Ça, c'est avez une belle raison, leçon vous qui avez reste en raison d'une mémoire. part. Il y a l'enseignant, il y a aussi le parent. Il ne faut pas dire non, c'est l'enfant lui-même. Vous avez eu votre éducation en 98. Moi, j'ai ma mère qui a eu son éducation presque à la même période que... Presque à la même, mais un peu plus tôt. Son père, mon grand-père, ma grand-mère suivaient maman à la lettre. À l'école, le professeur suivait à la lettre. Au lycée, les professeurs suivaient à la lettre. À l'université, on suivait toujours à la lettre. Parce qu'on se disait, si on laisse l'enfant replié seul dans son monde, dans son propre monde, l'enfant va finir par suivre les autres. Donc, si les parents, et quand vous dites le système, veulent le système favorise cet état de choses. Si le système favorise ça, c'est pas bon. Mais la responsabilité parentale et des enseignants est la première des causes. L'enfant sera toujours le dégât. C'est un exemple, on va peut-être sortir un peu du contexte, mais on va revenir. C'est comme aujourd'hui, on voit la délinquance des enfants, on les appelle l'endos. Aujourd'hui, on pointe du doigt, c'est l'endos. Mais revenons en arrière, le parent a laissé. La justice a laissé, mais qui doit s'occuper d'eux? Ce sont ces premières personnes. Mais aujourd'hui, pour camoufler l'histoire, on va toujours dire c'est l'enfant. Et justement, je suis un peu de connivence avec ce qu'il dit, mais moi j'aimerais un peu dire, à trop parler, on finit par s'écarter du sujet. Okay. Et j'aimerais revenir là-dessus, d'où vient le SMS? Par quoi vient le SMS? Le SMS vient tout simplement par les nouvelles technologies. Voilà pourquoi moi j'accule un peu le numérique. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est le numérique qui favorise aujourd'hui l'analphabétisation des jeunes. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas de numérique, il devait nous rester quoi? Les livres, comme nos parents faisaient avant. Avant, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de messagerie, de chat. Ce qui fait que nos parents s'intéressaient uniquement aux livres. Et avant, je peux même dire qu'il y avait des bibliothèques, là où les gens se réunissaient, les élèves se réunissaient, et il n'y avait que pour seule distraction intellectuelle des livres. Mais avec l'arrivée du numérique, ce qui fait en sorte que les jeunes s'intéressent de plus en plus à tout ce qui touche au net. Avec la distraction sur le net, ce qui fait en sorte que les jeunes n'ont plus cet intérêt à connaître la langue. Et j'accuse encore le numérique, pourquoi? Parce que le SMS, on ne peut parler de SMS sans nouvelles technologies. C'est les nouvelles technologies qui ont mené les SMS. Et comment les nouvelles technologies aujourd'hui fonctionnent si on prend dans les téléphones intelligents aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les correcteurs orthographiques. Le correcteur orthographique montre... Lorsque tu écris un mot que ça met en erreur, ça te corrige le mot. Okay. Moi, je dis que c'est de la facilité. Vraiment, c'est du pain béni qu'on donne aux enfants. C'est pourquoi ils n'arrivent plus. Et même dans ce cas de figure, il y a ceux qui préfèrent volontairement ou involontairement la délinquance linguistique dont nous sommes en train de dénoncer, malgré cette possibilité qu'on donne aux gens d'être sérieux face à la langue française. Oui. Mais il y a ceux qui y refusent. C'est-à-dire, si on t'écrit le mot correctement, tu tapes, on te présente la suite. Mais il dit non, il ne prend pas cette option-là. Il continue dans son... donc, c'est davantage une question d'état d'esprit. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des parents. Moi, je crois qu'il y a une responsabilité parentale, effectivement. Mais
C'est davantage une question, comme je le dis, il y a la mentalité des gens. Je dis, je n'ai pas dépassé mes parents. Là, je fais une digression. Je n'ai pas dépassé mes parents, mon enfant ne me dépassera, point. Alors que ce à quoi on assiste, et là je suis d'accord avec toi, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des parents qui sont davantage laxistes. Vous avez un parent qui va inscrire un enfant à l'école, il n'est jamais passé. Allez regarder ce que l'enfant fait là-bas. Mais comment voulez-vous qu'un tel enfant, on puisse le tenir dans la rigueur la plus absolue? Si l'école fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire que dans le cadre de l'académie, mais lorsque l'enfant sort là, c'est une nouvelle éducation. Et là, c'est la famille qui doit prendre le relais. Et je voulais renforcer ce que vous étiez en train de dire par rapport à la responsabilité parentale. Ce que vous dites n'est peut-être pas faux, mais moi, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous aviez l'âge de 15-14 ans, vous écrivez un message le plus souvent devant vos parents? À l'époque, nous, on écrivait des lettres à la main. Hein. Des lettres. J'avais plus de nos jours. J'avais plus. Ok, d'accord. J'avais pas de téléphone. Moi, je prendrais, en tout cas... J'ai eu mon premier téléphone en 2003. Non, 2002, le monsieur. C'est récent, ça. C'est récent, c'est récent. Ah, d'accord, ok. Tout simplement, je vais illustrer le fait que lorsqu'un enfant écrit, il n'écrit pas devant ses parents. Lorsqu'il fait une faute orthographique, il ne la fait pas devant ses parents. C'est vrai qu'il y a des fautes verbales, mais à l'écrit, sur les réseaux, sur les groupes des jeunes, le parent n'est pas là. La mère et le père ne viennent pas jeter l'œil pour regarder ce que l'enfant écrit. Donc, je ne pense pas que la faute revient aux parents. C'est vrai qu'il y a une part de vérité dans ce que vous dites, mais je ne pense pas que la grande faute revient aux parents. Alors, si vous permettez, il y a un parent qui veut s'exprimer. Oui. Il s'appelle Ei Sima Parfait. Il est parent, il est professeur et il a accepté de nous accorder une interview. On va l'écouter. Les nouvelles technologies de l'information et particulièrement les téléphones intelligents avec tout ce qu'ils nous apportent comme facilité de communication en dehors de ce que le téléphone classique faisait, les SMS, d'autres modes de communication se sont installés et comme ces téléphones sont à la portée de tous, c'est-à-dire les personnes âgées, structurées, tout comme des jeunes qui sont encore dans des classes où ils sont en train d'apprendre la structure des langues, etc., particulièrement la langue française que nous employons comme moyen d'écriture et de communication. Alors, la situation qui est celle des parents en tant que parents que je suis, c'est que nous déplorons chez beaucoup de nos enfants la perte totale de la bonne grammaire française, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'organisation de la langue, quand elle est écrite, ne répond plus aux critères qui étaient enseignés lorsque nous étions au primaire, au secondaire, avec l'exigence, la rigueur qui s'imposait auprès de nos formateurs pour nous donner vraiment ce qu'il faut pour une bonne maîtrise de la langue. Or, aujourd'hui, avec ces mots de communication, non seulement on veut dire beaucoup de choses, mais en peu de mots, ça amène des codes, ça amène le mal-usage, la mauvaise orthographe, la mal-structuration des phrases, et tout tourne autour de l'information qu'on veut communiquer. Et ça a même dépassé le seul cadre de l'information où beaucoup de jeunes jouent avec des mots c'est comme des sabirs, des transformations de la langue première pour donner lieu à des langages codés. Et ceci, pour des personnes structurées qui ont déjà des bases fondamentales sur la maîtrise de la langue, le problème peut être corrigé lorsqu'il y a un rendu à l'écrit, qu'il s'agisse des évaluations en classe, je suis également enseignant, qu'il s'agisse des rédactions des lettres, des rapports de stage, de mission, en fait, en tout cas tout document qui a un caractère officiel. Donc pour quelqu'un qui est structuré, la personne peut corriger ou bien savoir qu'il y a une marge entre ce mode de communication qui s'applique sur le téléphone intelligent et ce qui est exigé
lorsqu'on rédige un texte à caractère officiel ou administratif. C'est ce que beaucoup de nos enfants ne savent pas, c'est que beaucoup payent le plus fort par le mal usage, la mal manipulation de la langue française. Ça peut vous faire perdre un poste, ça peut faire en sorte que vous étiez une personne respectée, mais quand on lit ce que vous écrivez, ça va donner lieu à des railleries et votre image sera affectée. Donc, pour conclure sur ce point, je dirais, en tant que père, en tant que chef de famille, en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant, qu'il faut que nous, parents, moi dans mon cas par exemple, quand j'échange avec l'un de mes enfants, avec ces mots de communication, puisque nous tous nous le faisons, je n'hésite pas même à profiter, si c'est sur une plateforme qui sera lue par tout le monde, d'amener mon enfant à corriger ce qu'il a mal écrit. Ça peut être un participe passé qui n'est pas accordé ou un participe passé qui est confondu à un infinitif, etc. Donc je voudrais que les parents reviennent à l'éducation des enfants, à la formation des enfants à la base depuis la maison pour éviter ces dérives. Le professeur Eissima Parfait qui nous disait que même sur une plateforme publique, il peut se permettre de porter correction à son enfant. Justement, là, le parent est sur la même plateforme publique que son enfant. Mais est-ce qu'il est sur toutes? Non, mais après, il voit ce que l'enfant fait, il regarde les écrits de l'enfant. Justement, mais n'oubliez pas qu'on fait tous des erreurs. Bon, peu importe notre niveau. Moi, je suis parent. Déjà dire bonsoir à mon grand frère, que je connais bien. Peut-être à vos enfants aussi. Oui, à mes enfants. Ils sont à combien? Non, je dis, ils sont à deux jeunes filles. Alors, moi, je crois que ce que le professeur a dit tout à l'heure est juste, d'accord? Ce que les gens ne comprennent pas avec la rigueur, c'est que lorsqu'on met de la rigueur sur un enfant, moi j'en mets, ça concerne tous les aspects de sa vie. Mais la rigueur, d'accord? La rigueur, je vous assure que j'ai vu des choses incroyables en ce qui concerne les parents. La rigueur que vous mettez à l'enfant à la maison dès le bas âge, d'accord, garantit sa sécurité du point de vue comportemental. C'est vrai qu'il ne sera pas juste, c'est vrai qu'il ne sera pas correct, mais ça permet à ce dernier d'avoir une certaine trajectoire tracée. D'accord? Peut-être que c'est une expérience subjective. Moi, là encore, je vais vous dire, vous n'étiez pas encore nés pour la plupart. Nous, avant, les filles, on les écrivait des lettres. Il n'y avait pas de messagerie ni d'appel. À quand la dernière fois que tu as reçu une lettre? Oh, je ne pense pas. Hein. Jamais. Un mois, il y a un mois. Ah ben, c'est bon, il y a pas une lettre administrative, hein. Une lettre. On vous séduit dans la lettre. Nous, on séduisait. Si, mais encore, faudra-t-il vérifier dans cette lettre, est-ce qu'il n'avait pas de fautes? Non, ce sont des enfants. Non, on écrivait très bien à l'époque, je vous assure. Regardez les vieux instituteurs, je vous assure, aujourd'hui constituent des monuments. Là encore, à l'instar de, je peux prendre mademoiselle Pamela Mebiam, que je connais bien, qui enseigne à Gros Bouquet. Elle ne fait presque pas de fautes. D'accord. Je connais un enseignant retraité, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom, il est retraité aujourd'hui, mais quand on se retrouve au village, je vous assure, même aux étudiants d'université, ils portent correction. Je vous dis non, la langue française, avant d'être une question de savoir, est d'abord une histoire d'élégance. D'accord? Vous devez être élégant face à la langue, n'écrivez pas n'importe quoi, ne dites pas n'importe quoi. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, le français tend. Et ce que vous devez surtout comprendre, je voulais en arriver, les langues évoluent, d'accord? Je ne soutiens pas, comme elle disait, cette évolution négative. Mais il faut d'abord comprendre, les langues évoluent. Et quand la langue évolue, parfois, c'est à contre-courant de ce qui doit se faire du point de vue de la norme. D'accord? Et aujourd'hui, la francophonie, c'est quoi? La francophonie dont avait parlé Onésime Reclus, hein, c'est lui qui a inventé le mot francophonie, Onésime Reclus. Okay. Ce n'est plus la francophonie d'aujourd'hui. La francophonie, c'est maintenant quoi? C'est un ensemble de comportements variants sur la langue française. C'est-à-dire qu'une coloration que les langues ont avec la langue française qui fait aujourd'hui l'ensemble de ce qu'on appelle la francophonie. Une coloration dans le positif.
Parce que lorsqu'on évolue, c'est pas pour régresser. Non, je ne suis pas un censeur. Je me refuse d'être un censeur. Alors, le temps court et voilà, il court un peu plus vite que nous. Oui. Permettez cette intervention. Vous avez parlé d'évolution de langue. Notre ami Donald ici nous parlait tantôt du numérique. Et il y a une intervention sur le net que nous avons pu recueillir qui dit ceci. Le numérique n'est pas seulement un nouveau problème qui s'ajoute à l'analphabétisme traditionnel, il est aussi une partie de la solution. Comme je le disais tout à l'heure, le numérique est un problème. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'apparition de nouvelles technologies, les jeunes qui écrivent de plus en plus mal. C'est quand même scandaleux de dire que le numérique c'est un problème quand on sait que le numérique vient nous faciliter la vie. Avec justement, le numérique, Monsieur Donald, vous faites de si belles choses maintenant. Oui, avec le numérique, on n'avait pas l'opportunité de faire en 92. Non, il ne l'avait pas. Vous n'étiez pas encore né. 98. Justement, en 98, qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son passe-temps intellectuel? Les livres. Oui, on lisait beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a atteint ce niveau de linguistique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous, quelle est notre distraction intellectuelle? On va dire les livres sur le numérique. Mais lorsque tu vas chercher un livre sur Internet, lorsque tu tapes une recherche, la recherche s'affiche, mais avec d'autres options. Et comme nous, aujourd'hui, les jeunes tendent à... Lesquelles sont ces options? Je ne sais pas, ça dépend de la recherche. Okay, lorsque vous tapez, par exemple, livre sur la science, ça vous donne, par exemple, les sciences idiotes. Je pense que j'ai fait l'expérience il y a quelques jours, les sciences idiotes. Okay. Tout de suite, le mot science et idiot réunis dans une même phrase, ça attire l'attention. Ce qui fait que l'enfant, au lieu d'aller chercher l'information nécessaire à son développement intellectuel sur le blog, le site internet dédié uniquement à la science, il va chercher quelque chose qui l'amuse. Et il va chercher science idiote. Ce qui fait en sorte que, à cause du numérique, il va avoir une dévalorisation, de son niveau intellectuel. Non, c'est vrai qu'il y a ce côté pervers de des nouvelles technologies, parce que moi je ne me souviens pas dans ma jeunesse avoir suivi un film porno. Aujourd'hui c'est un peu plus facile pour vous de cliquer le site et puis ça sort. C'est vrai qu'il y a ce côté pervers, mais à côté de ce pervers nous devons faire l'effort de garder le côté le plus positif des nouvelles technologies. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, ça facilite l'éducation. Nous, en notre temps, nous, on ne l'avait pas. Donc, c'est comme une pièce où il y a deux faces. Oui. D'accord? Il faut tout faire, et là, je suis d'accord avec toi, il faut tout faire pour garder cette face positive des nouvelles technologies. En effet, Monsieur V, pourquoi l'étudiant ne va pas à l'essentiel? Aujourd'hui, le numérique, la technologie nous permet d'avoir des applications comme le dictionnaire, qui va nous aider, comme le dictionnaire, je vais prendre cet exemple, qui va nous aider à connaître la syntaxe des mots, à connaître comment on écrit, comment on conjugue, comment on fait. Voilà, le jeune doit aller à l'essentiel et ne pas s'attarder sur les autres recherches. Et la correction automatique, elle te rend service ou elle te... Non, la correction automatique ne rend pas service. Pourquoi? Parce que on peut te donner une syntaxe juste, mais qui ne passe pas avec ce que tu voulais dire. Et qui ne t'explique pas pourquoi. Excuse-moi de t'apostropher. Okay. D'accord. Vous avez par exemple, et c'est ce qu'il disait la lecture, vous avez par exemple, on vous demande d'écrire l'école. Vous mettez L apostrophe, vous mettez le L, vous mettez l'apostrophe, vous mettez le E, ainsi de suite. Mais il faut comprendre pourquoi on met l'apostrophe. Le numérique est une solution si tout le monde arrive à suivre le monde du numérique. Je m'explique par là. Au primaire, quand on parle au primaire, rares sont les enseignants qui connaissent vraiment manier le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a les comptes email pour envoyer les cours. Il y a les comptes, il y a WhatsApp pour donner pour créer un groupe WhatsApp avec les parents de la classe. Que tel enfant ne suit pas. C'est une très belle astuce, ça. À la maison, il y a le papa, il y a maman qui n'a jamais utilisé le numérique. Mais dans son passé, avait des livres spécifiques qui permettait au papa et à maman de mieux comprendre le français. Aujourd'hui, ces livres sont sur Internet. Il peut très bien dire à l'enfant, fils, 3 ou 4 heures par jour, comme tu as le numérique, et que tu dis que le livre coûte cher à la gare routière, on va mettre le forfait de 250, on va lire 4-5 pages par jour. Je vous jure qu'avec cette rigueur, l'enfant va mieux comprendre et mieux appréhender le français. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, le problème de l'étudiant et l'élève, c'est d'apprendre sur le coup, pas de comprendre et de pouvoir appliquer cela plus tard. Même si un parent d'élève met cette rigueur, d'accord? Moi j'étudierai pour que mon parent soit fier que j'ai étudié. Et après,
Si je n'ai pas eu cette volonté d'apprendre et de me cultiver, on reviendra à la même chose. J'aurai des problèmes pour écrire. J'aurai des problèmes pour parler. Non, donc, ça c'est un autre cas. Tout va de la volonté de l'élève et de l'étudiant. Ça, c'est un autre cas. Il y a plusieurs façons. Quand on dit rigueur, c'est pas militaire, on va te frapper. Non. Ah, donc rigueur, c'était ça. rigueur. Après, Gaëtan, si tu permets, après. Et ça a fonctionné. C'est vrai que tu mets en avant. Ça fait ses preuves. Ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Okay. L'ère du numérique, il y a des lois. Quand on voit des lois, on peut toujours sanctionner. En effet. Non, mais il y a des nouvelles sanctions. Il y a des sanctions. Sanctions, c'est sanctions, monsieur. Dans une famille, il faut innover. Enfin, vous pouvez vous permettre d'innover. Non, je vais prendre un exemple personnel. Moi, je ne peux pas faire. Excuse-moi, moi, j'ai réussi. On peut considérer, entre guillemets, que c'est une forme de réussite. Je n'ai pas envie de dire ce que j'ai fait à l'école ou bien le temps que ça m'a pris ou l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas inventer une nouvelle façon. Non, mais il y a des nouvelles façons. Moi, j'ai été. Réellement, non, je ne partage pas votre avis. Parce que. Mon papa, je vais prendre mon exemple personnel. En 2010, je rentrais au lycée. Charles me fan de Lambaréné. Papa avait une méthode très simple. Il m'appelait dans son bureau. Il me demandait d'écrire. Il me demandait d'écrire sur l'ordinateur. Quand je n'arrivais pas, il me disait très simplement, aujourd'hui quand tu rentres, il sait très bien que j'aimais le football. Il me dit, quand tu rentres, quand j'arrive à 15h30, si je ne te vois pas à la maison, tu vas faire telle tâche, tu vas me recopier tel truc 1000 fois. Je vous jure que Marvin recopiait 1000 fois. Voici, ce sont différentes méthodes de solution. Parce que réellement dire que au lycée, il y avait des enseignants qui le faisaient. Dire que réellement utiliser encore la chicotte aujourd'hui, c'est comme prôner la recrudescence de l'esclavage. Est-ce que l'esclavage nous a rendus plus intelligents? Écoutez. Non, justement. Aujourd'hui, il y a des. Non, il faut comprendre aussi, analyser sur le plan psychologique, la psychologie des enfants. Le psyché des enfants aujourd'hui n'est plus. C'est le fait de prendre un être humain pour une marchandise. Or, dans l'expérience que j'explique, mais bien sûr. C'est très clair. D'accord. Dans l'expérience que j'explique, écoutez. Mais nous, quand on voit esclavage, on voit plus fouet. Non. C'est l'image qui est restée. Justement, c'est l'image qui est restée. C'est vrai que pour embellir l'expression, vous avez défini la marchandise. L'esclavagisme, c'est faire de l'autre un esclave, c'est le considérer au même titre qu'une table, une chaise. Or, dans l'expérience que je décris, où j'ai été fouetté, entre guillemets, puisque c'est ce qui vous plaît, j'ai été fouetté pour une raison précise. Chaque parent devrait avoir ce naturel pédagogue en lui. Parce que si un parent n'a pas assez de pédagogie, même le minimum qu'il faut, il ne pourra pas bien conduire son enfant. Je vais vous étonner. Vas-y, allez-y, étonnez-nous. Les enfants n'ont pas besoin de paroles, les enfants ont besoin d'exemples. D'accord ? D'accord. Vous pouvez dire à un enfant, ne faites pas ceci, ne rentre pas des cours à 20h, ne rentre pas des cours à 16h. Si toi, le père, tu passes tout le temps à rentrer à minuit, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune leçon à donner aux enfants. Donc, la question ne se pose même pas d'abord au niveau des enfants, la question se pose sur nous-mêmes les parents. D'accord ? Parce que l'enfant copie, d'accord, ce qu'il entend. Par exemple, en linguistique, on vous dira, c'est l'environnement qui fait en sorte que l'enfant s'exprime. Mais cet environnement, il le prend où? D'où vient cet environnement? C'est-à-dire ce qu'il vit autour de lui. Si on prend un enfant qui naît ici, ou l'amener au Japon, il ne parlera jamais français, il parlera la langue du Japon. Donc c'est l'environnement qui conditionne. D'accord? Un enfant. Parfois, les parents l'oublient. Je ne suis pas contre vous. Je dis parfois, les parents oublient que les enfants ont surtout besoin d'exemples. Mais les faits prouvent que sans porter un jugement aux parents, que je suis déjà, les faits montrent que les parents aujourd'hui ne sont pas exemplaires. D'accord? En matière de comportement, vous avez par exemple des gens qui battent leurs femmes, vous avez des femmes qui injurent publiquement leur mari ou leur copain. Donc à partir de là, il est difficile de donner des leçons à un enfant lorsqu'il ne voit pas d'exemple. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième, c'est que l'enfant, cet apprenant que vous voyez, vit dans 3 mondes différents. Il y a d'abord la famille. Vous pouvez avoir un enfant qui est excessivement sérieux à la maison, moi j'en connais. Lorsque cet enfant sort, il va à l'école. Entre l'école et la maison, il y a une éducation, il y a la rue. Et ensuite, il y a l'école. Donc, il faut prendre
il faut prendre en compte tous ces ingrédients. Un enfant peut être brillant à l'école, je vous assure, mais au fil du temps, parce qu'on dit souvent, on évolue grâce à la qualité des personnes qu'on fréquente. Au fil du temps et des fréquentations qu'il y a, il peut dévier, comme il peut revenir. D'accord? Donc il faut prendre en compte tous ces éléments. C'est pourquoi moi, je ne veux pas condamner. Je cherche d'abord à comprendre. C'est ce que je vous ai dit. C'est le même comportement que j'adopte lorsqu'il s'agit de comprendre cette question des SMS. Bon, maintenant, peut-être pas pour finir. Oui? Non, allez-y, chutez dans vos propos. Peut-être pas pour finir, je dis. La messagerie telle qu'elle est connue aujourd'hui n'est pas quelque chose de mauvais. Les nouvelles technologies ne sont pas mauvaises, d'accord? Le problème qui se pose, c'est il y a une forme, il y a un laisser-aller, d'accord, en termes de comportement. Parce que je vous assure que c'est des comportements qui poursuivent même en entreprise. Moi, parfois, je discute avec des étudiants qui, aujourd'hui, des ex-étudiants, si ça peut se dire, des ex-étudiants, lorsqu'on converse, lorsqu'ils m'apportent un document que je corrige, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et parfois, comme il disait, il y a cette dose de violation de la norme de la langue française. La question qui se pose, c'est comment faire pour résoudre le problème et pourquoi il faut le résoudre. D'accord ? Si ce problème existe, c'est à cause de ce que nous allons regarder tout de suite. Alors dis-nous, s'il faille repenser l'apprentissage de la langue française, qu'est-ce que toi tu peux proposer? Je penserai à des séminaires de formation. Est-ce que tu penses que la nécessité de reformuler cet apprentissage existe? Oui, parce qu'il y a des gens qui se plaignent des méthodes actuelles et qui prônent le fait que les méthodes d'avant doivent revenir. Effectivement. Donc il est nécessaire de repenser à cet apprentissage, peut-être en préconisant certains séminaires pour tout le monde, pour remettre tout le monde à niveau, parce que comme le disait très cher Mvet tout à l'heure, on remarque qu'il y a même des élèves de master et d'autres qui ont même terminé les études mais qui ont encore des gros soucis en français. Cela se remarque notamment dans les notes. C'est une pandémie, Et voilà. Donald? Aussi au niveau académique, la dictée ne devrait pas disparaître même jusqu'au doctorat. Okay. Je m'explique pourquoi. Parce que, comme le disait notre très cher enseignant sur ce plateau, même des masterons ont des
font des fautes. Donc, c'est grave qu'un étudiant en master fait une faute grammaticale ou orthographique. C'est grave. Pourquoi je me dis, vraiment élémentaire, je me dis que la dictée ne doit pas disparaître jusqu'au doctorat. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui nous a formés, nous, en tant que jeunes de l'ancienne école de 2000 et génération de 1995. Non, voilà, vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas. Vous, c'est 2000. 2000, voilà, excusez-moi. Ce qui nous a réellement formés en français, c'est ça, la dictée. Une dictée. L'essence de la dictée même, c'est de faire en sorte que l'enseignant sache à quel niveau du langage, de la langue française, chaque étudiant se trouve, chaque élève se trouve. Donc je pense que la dictée, même jusqu'au doctorat, on devrait l'imposer. Et la deuxième solution, je pense que c'est le numérique. Réellement sensibiliser les jeunes aujourd'hui sur les bienfaits et les mauvais côtés numériques. Gaëtan, la question. Moi, c'est 3 solutions. D'abord, c'est celle que le docteur Madame Zan, professeure en sciences du langage. Madame Zambi, oui. Sciences du langage. Elle nous a fait un cours en histoire. Ah ben les hommes de langue, c'est quoi? Initiation, elle a été initiation à la linguistique. Elle nous a dit quelque chose de très simple. Pour réadapter le français, il faut aussi remettre nos langues maternelles, comme on a fait dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Okay. On a adapté le français par rapport au Wolof, par rapport au Peul, par rapport à toutes les langues. En réadaptant les langues maternelles au français, on va se rendre compte que la génération actuelle qui est en train de faillir va revenir sur des bases du français. Et comme notre professeur d'histoire nous a bien dit, avant il y avait un certificat, le certificat d'études de langue. Quand tu as ce certificat d'études de langue, tu peux maintenant faire les études dans le monde francophone parce que les langues africaines permettent de mieux comprendre le français et créer des concours de lettres, de poésie, toutes sortes de concours. Et la troisième chose, c'est de créer des bibliothèques dans tout le territoire national. C'est un manque, sérieusement. Monsieur Mongois, on va terminer avec vous. Oui, d'accord, merci. Ce que je dis d'abord, c'est qu'une copie truffée de fautes, d'accord, quel que soit ce que vous avez dit à l'intérieur, moi je ne peux pas vous donner la moyenne et mes étudiants le savent. Alors, ce que les jeunes doivent retenir, d'accord, de ce débat, c'est que à chaque fois que vous vous exprimez, que ce soit à l'oral ou à l'écrit autant pour moi, à chaque fois que vous vous exprimez, vous ne dites pas seulement aux gens ce que vous pensez. Vous n'êtes pas seulement en train de dire vos pensées. Vous êtes aussi en train de dire aux gens qui vous êtes. Donc à partir de là, on peut vous juger. On peut juger d'un individu par rapport à sa façon de manier la langue. Donc aujourd'hui, la connaissance linguistique constitue une arme, tant sur le plan des entreprises que sur le plan, par exemple, de la vie quotidienne, c'est-à-dire des relations interpersonnelles. Donc, il faut faire cet effort, bien que ce soit difficile, il faut faire cet effort d'aller vers la norme. Il faut faire cet effort d'aller vers ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. En massacrant, en décapitant la langue française, je pense que vous êtes en train de dire aux gens que vous êtes quelqu'un de peu de valeur, vous êtes quelqu'un, et c'est ce que le professeur disait tout à l'heure, et ce comportement-là peut vous poursuivre toute une vie. Même dans l'eau, il allume son cigare, on fait un tour au Cameroun, c'est tout de suite. Bienvenue à Yaoundé. Même dans l'eau, je veux le répéter, il allume son cigare. On fait honneur au Camerounais aujourd'hui dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Briola, et c'est toi. Binebang, ya Afrika, Angolo, Congo, Bamba, Ave,